Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce 3e épisode, j'ai rencontré Paul, maraîcher et pépiniériste bio sur Montauban. Il travaille en complémentarité avec la ferme de sa compagne, Sandrine, qui a créé Cocon de laine, où elle élève des animaux lainiers et propose des escapades de bien-être et de médiation animale. À travers cette interview avec Paul, il présente ses prises de conscience qui l'ont conduit à devenir paysan bio et tendre vers une forme de permaculture. Sa volonté ? Travailler en symbiose avec un sol vivant et dans le respect des écosystèmes. Mais nos échanges vont beaucoup plus loin, en analysant l'agriculture actuelle et en repensant notre société avec un brin d'utopie. Et pourquoi pas ? Une vision de la ferme de demain qui invite à rêver et à se questionner. Bonjour Paul, merci de m'accueillir sur ta ferme. Bonjour Sophie, avec grand plaisir. Alors tu es agriculteur à Montauban depuis 2017, mais ce n'est pas tout à fait ton premier métier. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours et notamment ce qui s'est passé quand tu as eu le fameux cap de la trentaine ? Alors, donc oui, j'ai fait des études de paysagisme. Donc j'ai pratiqué ce métier de paysagiste concepteur pendant 6 ans à Paris, dans des bureaux d'études de paysage et d'environnement, puisque j'ai aussi quelques compétences en écologie et en ornithologie. Donc voilà, j'ai travaillé à Paris jusqu'en 2015 et au cap de la trentaine, le fameux, quand j'ai eu 30 ans, je me rappelle, c'était vraiment précisément le mois de mes 30 ans, j'ai basculé un petit peu, j'ai décidé de quitter Paris et de me lancer dans l'agriculture parce que je ressentais comme un appel du jardinage en vrai, j'ai eu envie d'être dans un jardin, de vivre avec les plantes, de vivre parmi les plantes et de passer du côté pratique en fait de ce métier. Le fait de passer des journées devant l'ordinateur et d'être enfermé, d'être dans des fichiers ordinateurs toute la journée, je me suis rendu compte que c'était pas ça dont j'avais vraiment envie. Je suis parti de Paris, j'avais des amis j'ai toujours des amis qui habitent dans le département de la Loire, qui ont une ferme. Et j'ai été dans un premier temps chez eux. J'ai travaillé chez des maraîchers pour me former un petit peu à ce métier, voir un petit peu si ça me plaisait. Mais l'idée, c'était en gros de vivre d'un jardin. Donc c'est pour ça que le maraîchage s'était imposé comme une solution un peu évidente, avec quand même l'envie et le projet d'acquérir un terrain pour faire un jardin. Voilà. Effectivement, tu as eu le cap de la trentaine. Alors je le comprends parce que je viens d'avoir 30 ans, donc je le vis aussi. C'est le moment un peu de la remise en question. Du coup, tu t'es installé en 2017 sur une parcelle. Alors, tu es certifié en agriculture biologique. Est-ce que c'était une évidence pour toi d'avoir cette certification ? Oui, c'était une évidence. Après, la question, on peut aussi pratiquer l'agriculture de manière naturelle et oui. Avec des pratiques qui sont très vertueuses sans être labellisées. Donc, il s'est quand même posé la question de prendre le label bio, mais ne serait-ce que pour être attractif auprès des clients. C'est vrai que le choix du bio a été rapidement évident. Oui, aujourd'hui, effectivement, les consommateurs sont de plus en plus pointilleux et regardent effectivement les exploitations qui sont certifiées ou non. Tu m'expliquais notamment hors micro que c'était pas forcément assez et tu as voulu tendre vers un autre type de pratique qui est la MSV, donc maraîchage sur sol vivant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il s'agit et pourquoi tu as décidé d'appliquer cette pratique aujourd'hui ? Au début de ma pratique, j'ai cultivé mes champs travaillant le sol et puis en fait, c'est venu progressivement en entendant des gens parler de permaculture, bien sûr. J'ai regardé des vidéos de gens que je trouvais intéressants par rapport à toutes ces questions de sol et de non-travail du sol. Et voilà, j'ai découvert la MSV. La MSV, cette technique qui part du principe de ne pas travailler le sol et du coup d'amender le sol par des apports de matière organique. Et c'est les vers de terre au final qui font le travail de décompaction du sol. Ça s'inspire effectivement de la permaculture, ce n'est pas de la permaculture. Pour moi, c'est presque de la permaculture, en fait, à grande échelle. Quand on dit... Alors, le terme permaculture est un petit peu
utilisé sans que les gens savent exactement ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un sait exactement la définition de permaculture. Enfin, Je ne pense pas. on entend souvent les gens se l'approprient un petit peu selon leur pratique à eux. C'est mon cas d'ailleurs. Voilà, pour moi, la permaculture, c'est surtout de chercher un équilibre avec l'écosystème dans lequel on travaille. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que en permaculture, c'est souvent une idéologie, Oui, de toute façon, et qu'après, chacun s'approprie la définition. Et comme d'ailleurs, ça me fait penser au terme agroécologie, parce que toutes ces pratiques, en fait, s'intègrent dans l'agroécologie. Est-ce que toi, tu as une définition de l'agroécologie ? ça va être un petit peu la même que ma définition de la permaculture ou du MSV, c'est-à-dire que c'est être en équilibre, chercher en tout cas l'équilibre dans l'écosystème qu'on travaille. C'est partir du sol et se dire qu'il y a un fondamental dans une exploitation agricole, c'est la terre, enfin le sol sur lequel on travaille. Finalement, c'est plus voir le sol comme un socle neutre, mais vraiment comme Exactement. un organisme vivant. Enfin. Un organisme vivant qui est la base de l'écosystème et qu'il faut protéger et qu'il faut surtout éviter de polluer, bien sûr, dont il faut prendre soin, quoi. L'agroécologie, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie de faire de l'écologie, donc on essaie de créer un lieu qui accueille la vie, quoi. Alors je te pose une question, tu me dis ton opinion. Penses-tu que l'on peut nourrir la planète avec des pratiques agroécologiques ? Je le pense sans détour. En écoutant et en lisant des rapports qui ont été faits sur la production, enfin la productivité même en MSV, donc comparé à la même surface en agriculture conventionnelle, il est aujourd'hui prouvé qu'on fait plus, on fait même 150% en tout cas en légumes, avec la même surface en MSV qu'au conventionnel. Alors aujourd'hui, des lieux où on pratique une telle agriculture très productive sont malheureusement beaucoup trop rares et ça demande une grande technicité en fait. C'est aussi pour ça que c'est rebutant peut-être pour beaucoup de monde. Pourquoi c'est rebutant ? C'est rebutant parce que ça demande beaucoup de travail et ça demande de mettre de côté les techniques peut-être qu'on a appris, de travailler avec des herbants, de travailler avec des grosses machines qui travaillent très vite et à très grande échelle. Donc ça invite à réinventer un peu le système actuel. Exactement. Et à voir les choses autrement. Et en plus, on n'est pas accompagné autant que quand on fait du conventionnel. En fait, toutes les chambres d'agriculture donnent un modèle à tous les agriculteurs. Enfin, il y a comme un livret, une marche à suivre qui est toute tracée. On fait ça, ça marche, on vend à la coopérative. Voilà, et puis il y a plein de techniciens qui accompagnent les agriculteurs pour faire cette agriculture dite conventionnelle. Or, pour faire du MSV, alors c'est en train d'un petit peu changer, mais il y a beaucoup moins d'accompagnement et les institutions ne sont pas encore dans cette optique-là. Et pour beaucoup, je pense qu'ils se disent que économiquement, c'est des choses qui ne sont pas viables. Alors du coup, c'est très bien, tu me donnes la magnifique transition. Dans ton modèle actuel, est-ce que économiquement, tu arrives à t'en sortir et à couvrir au moins un UTH. Alors un UTH en agriculture, c'est une unité de travail humain, c'est un temps complet sur une année. Est-ce que toi aujourd'hui, tu arrives à avoir une structure qui couvre ton poste ? Alors je suis en 2e année de pratique vraiment à 100% de maraîchage, tout seul. Pour l'instant, c'est pas parfait, mais je pense que l'année prochaine, j'arriverai à être à peu près à l'équilibre économiquement. Alors j'ai une question. Je te l'ai dit, tu me dis, elle est un peu cash, effectivement. C'est un peu un cliché qu'on entend très souvent. Moi, je l'ai entendu auprès d'agriculteurs, mais aussi auprès de particuliers, qui me disent souvent « Oh, ces bobos parisiens qui s'installent avec une serre pour faire pousser 3 tomates et qui pensent pouvoir nourrir toute la planète, ils sont un peu agaçants. » Peut-être que tu as déjà entendu ça. Comment tu réagis par rapport à ces propos-là et qu'est-ce que tu as à leur répondre si tu pouvais le faire ? C'est pas facile parce que ça soulève pour moi un problème justement qui est assez crucial. C'est le fait que peut-être, je me suis souvent dit ça, quand on est dans ce milieu depuis son enfance, qu'on est par exemple fils et petit-fils d'agriculteurs, on a peut-être ces techniques
Et ces méthodes qui sont inscrites, enfin, où on a l'impression que c'est ça et que l'agriculture ça marche comme ça et pas autrement, peut-être que ça ferme certaines fenêtres, enfin certaines perspectives de changement. Et du coup, peut-être que les fameux bobos parisiens, même si effectivement ils ont une culture urbaine et qui ne connaissent pas grand-chose à la nature, peut-être que par cette naïveté, d'une certaine manière, ils ont au moins un nouveau regard, enfin, ou des envies de changer les choses. Et peut-être que en alliant les deux, en alliant la tradition et le regard nouveau des bobos parisiens, c'est un peu caricatural, oui, bien sûr. C'est ça. Peut-être que c'est ça qui peut faire émerger l'agriculture de demain, quoi. Donc ce que tu déplores le plus, c'est probablement le manque d'ouverture d'esprit par rapport à certaines personnes. Tout à fait. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que ces gens qui viennent de la ville, hein, pour pas paraphraser, il leur manque quand même la connaissance du vivant, la pratique du terrain. Donc c'est pour ça que c'est peut-être en combinant les deux que ça peut marcher, quoi. J'étais un peu à m'embêter avec la question des bobos, mais j'aime bien cette question parce que très souvent on dit que les gens ils sont perchés et c'est dommage en fait. Parce que ça en fait ça crée des clans. Ça apporte rien de bon en fait. Je trouve ça regrettable. C'est vrai. Alors maintenant, on va passer plus à la partie sur les défis et les inquiétudes. Alors lorsque tu m'as fait visiter ta ferme, on a beaucoup abordé le point sur la matière organique, qui est centrale notamment dans le maraîchage sur sol vivant, parce qu'il faut en apporter et nourrir le sol. Alors toi, l'avantage avec la ferme de ta compagne, c'est que tu peux récupérer la matière organique de ces animaux. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres agriculteurs. Est-ce que pour toi, c'est un réel défi dans l'avenir, cette question de la matière organique? Absolument. Moi, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir profiter donc du fumier et parfois de foin un petit peu trop vieux qui me servent à amender, fertiliser mes terres. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc les autres maraîchers en MSV se fournissent très souvent en paille chez des éleveurs de chevaux très souvent. C'est important de trouver un bon fournisseur de matière organique. Du coup, c'est vrai que pour moi, l'idéal, c'est d'avoir des animaux. Parce que ça permet d'avoir un cycle fermé, en fait. Exactement. On n'est pas obligé d'aller chercher loin ces matières organiques. Voilà. Alors, avec toi, je voudrais aborder un autre point qu'on avait échangé hors micro aussi, qui était sur la baisse des agriculteurs. Là, d'ici 2030, il y a près de la moitié des agriculteurs en France qui vont pouvoir prétendre à la retraite. Donc, ça pose pas mal de problèmes. Comment toi tu envisages la suite du secteur agricole de façon générale ? J'aurais tendance à penser qu'il y a un besoin de relancer, voire de repeupler les campagnes et les fermes. Si j'étais président de la République, je lancerais un grand plan pour que plein de jeunes apprennent le métier d'agriculteur, apprennent l'agroécologie, apprennent le maraîchage en MSV par exemple. Enfin, c'est ce que je préconiserais, et qu'on se donne par exemple un objectif d'être en 2050 à 15% de la population qui soit dans l'agriculture. Toute l'histoire de l'agriculture après-guerre, c'est un dépeuplement, une mécanisation qui a permis d'avoir un besoin de main-d'œuvre de moins en moins fort. On peut cultiver tout seul avec des énormes tracteurs des surfaces de 1000 hectares ou plus, alors que il y a 70 ans, il y avait toute une main-d'œuvre familiale qui était nécessaire pour produire les céréales, le fourrage, la viande et tout ça. Pour la suite, je voudrais venir sur les perspectives. Alors, tu en as déjà cité quelques-unes, mais il y en a d'autres, je pense que tu pourrais nous partager. Selon toi, quelle serait ta ferme de demain ? Ma ferme de demain... Allez, je te permets de rêver. Ça serait une ferme multiproductive, en collectif. Par exemple, autour d'une dizaine de personnes peut-être, alors disons entre 5 et 15 personnes, où il y aurait un peu de maraîchage, un peu de production d'œufs, de volailles, des céréales, parce que pour moi c'est quand même très important aussi, des surfaces en fourrage, des surfaces en bois, en forêt, des surfaces où on dit on touche à rien, c'est la nature, et puis donc tout un système, par exemple ça serait utiliser les bâtiments issus justement des 30 Glorieuses, tous ces hangars gigantesques, toutes ces stabulations immenses, de les reconvertir en
manufacture, conserverie. Favoriser le local également. Bien entendu, exactement, ça serait favoriser le local, ça serait remplacer les rayons de supermarché par des magasins de producteurs dans les fermes, peut-être à plus grande échelle que ce qui se fait aujourd'hui, où c'est des petites boutiques en général, permettre aux gens de venir dans une ferme et de pouvoir acheter viande, fromage, lait et tout ce qu'on achète en grande surface, mais fait là, sur place. Voilà, je me prête un petit peu effectivement à rêver, mais voilà, ça serait ma ferme idéale. Certains pourraient dire que c'est utopiste. Est-ce que tu te considères comme un utopiste ? Oui, je le revendique même. J'ai pas peur de l'être. Si personne n'a d'utopie, si on arrête de rêver et si on arrête de se dire que le monde peut être mieux dans l'avenir, c'est plus la peine de se lever. Mais à la fois, tu me partageais effectivement tout à l'heure que tu es aussi pragmatique par rapport à la situation actuelle de la filière agricole en France. Je ne peux que constater que dans les faits, quand on regarde comment le monde tourne aujourd'hui, comment les inégalités sociales se creusent, comment chacun se tourne vers le plus simple et le plus rapide et le moins cher, bien entendu. C'est mon côté pessimiste. J'ai vraiment l'impression que ça part dans le mauvais sens et que malgré tout ce qu'on entend aussi sur le réchauffement climatique, sur la crise de la biodiversité, que dans les faits, il se passe à peu près rien qui tendrait à aller vers un projet de société et de vie positif, quelque chose qui donnerait envie. J'aurais envie que les projets politiques soient pas de combler les manques et soigner les plaies, mais plutôt de donner un projet qui fait rêver. Et pour toi, ce serait davantage de planifier dans ce cas ? Exactement, de planifier un aménagement du territoire, toute une organisation de la société qui permette de se nourrir sainement, de prendre soin de la vie en général, prendre soin des écosystèmes, se rendre compte à quel point c'est quelque chose d'immensément riche et d'immensément beau même. Mon utopie va jusqu'à penser qu'il faudrait se donner comme objectif de devenir une civilisation du vivant. Davantage reconnecté au vivant. Exactement, plus que reconnecté, mais vraiment fondamentalement à bichonner le vivant, mais c'est pas le bon terme, je cherche le bon mot, c'est... à l'écouter. À l'écouter et le respecter. Le cultiver au sens... c'est presque sacré la nature. On devrait se rendre compte que c'est fondamental et que tout tourne, tout part de là, tout part de la vie. Donc si la société, si le monde oublie ça, j'ai vraiment peur que ça se passe mal. Après, de toute façon, on voit bien de plus en plus que chaque citoyen essaye de se reconnecter davantage à la nature, davantage à l'essentiel, même dans leur mode de consommation, ils sont davantage à regarder la provenance des produits, de consommer local. Est-ce que tu crois d'ailleurs que le consommateur lambda a encore un pouvoir pour faire changer les modèles agricoles de demain ? Je pense que le pouvoir économique est le plus fort, mais que dans ce pouvoir économique, il y a la demande, donc les consommateurs, c'est la demande. Donc oui, bien sûr, c'est même sûrement par là que ça peut changer, c'est-à-dire que si on demande des bonnes choses, elles seront produites. D'ailleurs, on dit souvent que au-delà du bulletin de vote, c'est souvent la carte bleue qui est le meilleur moyen de faire changer les choses. C'est ça. Après, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les consommateurs, de manière générale, soient informés de tout ce qu'il y a derrière un produit ultra transformé et qui vient d'une agriculture conventionnelle. Petit à petit, peut-être que si les gens s'en rendent compte, ils n'en achèteront plus. Et de fait, petit à petit, ça changera. Alors j'ai quand même un petit peu peur que ça ne suffise pas et que l'éducation à toutes ces questions, la communication autour de ça ne peut pas vraiment être suffisante. Il faut qu'il y ait en même temps des orientations politiques qui le renforcent, qui l'accompagnent. Mais bien entendu, oui, ça doit venir de la base des consommateurs. Oui. On arrive à la conclusion de cette interview, et si je résume, pour toi, l'exploitation de demain, c'est une exploitation du coup extrêmement diversifiée, en collectif. J'ai noté notamment, et c'est ça qui me marque, c'est pour toi l'importance de revenir au vivant.
et de mettre d'ailleurs le sol au centre de la réflexion agricole. Beaucoup de pistes de réflexion au final. Et donc j'avais une dernière question pour finir, et c'est celle qui permettra de clôturer cette interview. Elle fait écho au nom de mon podcast. Alors quel écho veux-tu envoyer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent ? Quel serait le message à retenir ? Le message à retenir, ça serait qu'effectivement, il faut revenir au vivant. Il faut essayer d'imaginer l'agriculture de demain en remettant à la base de tout cette chose fabuleuse qu'est le monde vivant. Et je pense que ça passe par l'éducation et par l'école. Et voilà, pour moi, le message, ça serait de dire qu'il faut se laisser rêver, enfin que c'est pas une utopie presque, de dire qu'on peut nourrir la planète déjà en écoutant l'écosystème, en écoutant la vie et en travaillant en douceur et en équilibre avec la nature. C'est loin d'être une utopie, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on le sait, c'est prouvé, on peut le faire et c'est très productif. Voilà, et qu'il faut créer des fermes collectives où on s'entraide, où il y a de la vie, où il y a de la joie, et où on se sent bien, et où il est bon de vivre. Ça créerait un monde plus vivable, pour résumer. Finalement, dans l'une de tes perspectives, c'est avoir un système agricole plus connecté au vivant, mais aussi au collectif, en mettant l'humain aussi au centre. Exactement. L'humain, qui n'est autre qu'un animal parmi d'autres, doit trouver sa place dans l'écosystème et arrêter de faire ce qu'il fait depuis 2 siècles, si ce n'est plus, c'est-à-dire prendre toute la place en détruisant tout le reste, sans s'en rendre compte. Mais comme aujourd'hui on s'en est rendu compte, il me semble que c'est devenu quand même une évidence, pour moi ça serait évident aussi de dire stop, là il faut inverser la vapeur et faire en sorte que l'homme soit l'animal qui jardine la planète, quoi. Et si je te challenge davantage, en une phrase, quel écho voudrais-tu laisser aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent ? Revenez au vivant, écoutez le vivant et aimez-le. Parfait, c'est très bien. Merci Paul pour ton accueil et ce partage, et je te dis à bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci à toi pour cette entrevue. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.